Merci. Je vais mettre ça dans cette poche. Bien, chers amis, la situation libyenne est une situation qui est très grave et c'est une situation qui est excessivement mouvante. Cette situation telle que nous allons la voir aujourd'hui est peut-être valable aujourd'hui, elle ne le sera peut-être plus demain, car les événements vont très vite et la dislocation de ce pays est en train de s'accélérer. On a cru ces derniers temps que nous entrions peut-être dans une solution négociée avec un gouvernement dit d'union nationale, mais ce gouvernement d'union nationale a du mal à se mettre en place pour diverses raisons, nous allons voir pourquoi tout à l'heure. Alors cette dislocation de la Libye, c'est le résultat de la malencontreuse intervention qui fut décidée par la France. Parce qu'il faut bien voir que cette opération a été initiée par la France. Il y eut ensuite l'OTAN qui participa, et ce fut un volontarisme politique français. Alors, soyons très clairs, je ne vais pas aborder du tout cette question des origines de cette intervention française. Pour une raison très simple, c'est que nous n'en savons rien. Il y a des tas de bruits qui courent, il y a des tas d'interprétations, des tas d'analyses. L'historien n'est pas en mesure d'avoir une opinion. Donc, je me borne à constater qu'il y a eu une intervention, et je me borne à constater que cette intervention a été absolument catastrophique, parce qu'elle a détruit un pays qui était excessivement fragile, et elle l'a détruit dans ses œuvres vives, et nous allons le voir tout à l'heure. Alors cette déstabilisation de la Libye, nous allons la voir autour de 3 points. D'abord, les grands axes de déstabilisation, c'est-à-dire cette zone de Libye pose des problèmes à qui? Nous allons le voir. Deuxième point, je vais essayer de vous faire un point de situation aujourd'hui. Point de situation à la fois politique et militaire. Et troisième point, nous essaierons dans une troisième partie de voir comment reconstruire, ou plutôt peut-être même comment construire la Libye. Alors les axes de déstabilisation exercés par la Libye se font dans plusieurs directions. D'abord vers l'Europe avec cette image qui résume absolument toute la situation, l'entonnoir libyen. Vous voyez que la Libye se trouve être au point d'aboutissement des grands axes migratoires qui, à l'heure actuelle, depuis l'Afrique, aboutissent en Europe. Situation qui est nouvelle, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, un certain nombre d'axes migratoires se faisaient vers l'ouest, vers le Maroc, un peu vers l'Algérie. Aujourd'hui, ces axes partent vers le point faible et vers le point tenu par les mafias. Parce que nous devons bien voir que dans cette affaire saharo-sahélienne, dans cette affaire dite djihadiste, certes l'élément djihadiste est fondamental, mais l'élément mafieux l'est tout autant. Et je ne fais pas de différence au point de vue volume entre ce qui est mafieux et ce qui est djihadiste. Ceci est fondamental. Tout est mêlé. Tout est mêlé parce que nous sommes sur les grands axes du commerce traditionnel, du commerce transsaharien, et les djihadistes vont venir se greffer sur ces vieux axes du commerce par caravane. Et comme je le dis souvent, il est plus gratifiant de dire que l'on trafique ou que l'on se déplace sur ces axes pour la plus grande gloire du prophète que pour la gloire des cartouches de cigarettes Marlboro. Donc les éléments sont excessivement compliqués. Il est certain que le djihadisme est là, et nous allons le voir tout à l'heure, mais n'ayons pas cette vision totalement manichéenne qui ferait qu'il y aurait d'un côté les djihadistes, de l'autre côté les trafiquants. Tout est mêlé. Tout est mêlé, et justement c'est ce qui va rendre compliquée la situation. Donc premier élément, donc, les conséquences, les axes de déstabilisation, d'abord vers l'Europe. La Libye est à quelques centaines de kilomètres de l'Europe. Malte est à 380 km des côtes libyennes. La Sicile est aux portes de l'Afrique, aux portes de la Libye. Donc ce premier problème que nous avons à gérer, celui vers le nord. Ce problème se double. Si vous renversez l'entonnoir, eh bien vous l'avez dans l'autre sens, l'entonnoir. C'est-à-dire la Libye porte l'entrée du Sahara. Ce qui veut dire que toute la déstabilisation qui peut s'opérer dans la zone qui part du Soudan du Nord jusqu'au Mali a un lien avec la Libye. Ce qui ne veut pas dire que la Libye est à l'origine de cette déstabilisation. Attention. Mais des liens, pourquoi?
Parce que nous sommes toujours sur l'axe traditionnel des caravanes transsahariennes. Si vous faites la carte du grand commerce transsaharien au XVIIIe siècle, vous avez cette carte-là, avec bien entendu des aspects beaucoup plus digités, mais vous avez tous ces grands axes. Benghazi et le golfe de Sirte sont liés à toute la partie située à l'est du lac Tchad. Tripoli est davantage liée à la partie située à l'ouest du lac Tchad. Donc nous avons cette double composante cyrénaïque tripolitaine avec les profondeurs de champ vers l'Afrique centrale. Ceci est fondamental parce que dans cette région d'Afrique centrale, bien, nous avons un peu partout des foyers djihadistes. Alors pour le moment, grâce à l'opération Barkhane, ces foyers ne sont pas engerbés, ces foyers n'ont pas coagulé. Mais heureusement que cette opération Barkhane a été déclenchée, parce qu'autrement, si les foyers du nord du Nigeria, si les foyers du Mali, si les foyers du Burkina Faso, si les foyers du Soudan, les foyers du Tchad et du Niger se retrouvaient fusionnant, coagulant, engerbés, eh bien, la situation ne serait plus contrôlable. Donc, influence vers le nord, influence vers le sud. Influence également vers l'Égypte et vers la Tunisie. Alors, vers l'Égypte, je reviens en arrière sur la carte de l'Égypte, l'Égypte est au contact de la Libye, des milliers de kilomètres de frontières totalement poreuses. Et l'Égypte, à l'heure actuelle, a à faire face. Je n'arrive pas à faire marcher mon pointeur laser. Vous savez comment on fait marcher ça? Heureusement que vous êtes là. Hein. Comment fait-on marcher ça? Il y a un petit bouton rouge en principe. Formidable. Ah non, c'est ça. Bon, bah, tant pis, la pile doit être morte. Bon, bah, tant pis. Bon, alors, merci. Disons que l'Égypte est face à un double problème. Un problème dans la péninsule du Sinaï, où les maquis fondamentalistes mènent la vie dure à l'armée égyptienne. Alors évidemment, pourquoi ces maquis fondamentalistes sont-ils sortis dans le Sinaï? Eh bien, à la suite des accords de Camp David. À la suite des accords de Camp David, l'accord de paix entre l'Égypte et Israël, Israël a accepté de se retirer du Sinaï pour rendre le Sinaï à l'Égypte, mais a interdit à l'armée égyptienne de s'installer dans le Sinaï. Donc il n'y avait qu'une force de police. Vous pensez bien que pendant 20 ans, les djihadistes ont profité de cette absence militaire pour s'installer dans la zone. Et aujourd'hui, il y a un foyer djihadiste dans le Sinaï, un foyer que l'armée égyptienne n'arrive pas à résoudre. Il y a encore eu hier des attentats, etc. Et l'Égypte est également face à un problème de terrorisme intérieur. Il y a eu un coup d'État militaire il y a quelque temps en Égypte qui a renversé le gouvernement islamiste qui avait été élu, et le djihadisme développe toute une campagne de terrorisme dans toute la vallée du Nil, dans toutes les grandes villes d'Égypte. Donc l'Égypte est au contact. Et l'Égypte est très inquiète parce que si des islamistes prenaient le pouvoir dans la région de Benghazi et dans toute la Cyrénaïque, eh bien cela ferait une base arrière pour ces éléments déstabilisateurs. Autre élément vers l'ouest, la Tunisie, qui est directement ouverte aux influences de ce monde djihadiste. D'autant plus que nous savons qu'il y a à peu près 10 000, minimum 10 000 Tunisiens parmi les combattants de l'État islamique, de Daesh. Ils vont bien revenir un jour, ces combattants, ils ne vont pas tous mourir en Syrie. Ils vont revenir et ils vont venir en Libye, ils vont être sur la frontière. Donc nous avons ici tout un système de contagion, tout un système de déstabilisation qui fait que nous avons un problème qui est tout à fait sérieux. Alors, disons-le tout de suite, je vais l'aborder dans un instant et je vais le développer, mais disons-le tout de suite, la Libye est déjà islamiste. Parce qu'aujourd'hui, à l'exception de 2 ou 3 petites zones de la Libye, tout est tenu par des milices islamistes. Je résume souvent la situation en disant c'est Al-Qaïda contre l'État islamique. Aujourd'hui, si nous devons intervenir en Libye, nous allons intervenir aux côtés d'Al-Qaïda contre l'État islamique, jusqu'au jour où l'État islamique et Al-Qaïda se mettront ensemble. Alors, cette évolution aboutit à la situation actuelle, au point de situation. Alors, où en est cette situation militaire et politique aujourd'hui en Libye? Alors, la Libye
Je vous ai distribué cette carte, vous l'avez, vous allez la garder parce que c'est une carte importante qui va vous permettre de, comment dirais-je, de garder un peu quelques éléments de la conférence. La géopolitique de la Libye, ça c'est une carte, si vous voulez, c'est une carte de situation au 15 décembre, à peu près 15-20 décembre. Il n'y a pas eu de grosses évolutions depuis. Il y a eu un renforcement du numéro 2. Alors, quelles sont les grandes forces en présence? Je vais commencer par les forces principales, et ensuite nous verrons éventuellement, à l'intérieur de ces forces principales, comment s'organisent les divers secteurs. Il y a en fait 6 grandes zones. Évacuons tout de suite la zone verte. La zone verte que vous voyez sur la frontière tunisienne, c'est la zone de peuplement berbère, grosso modo berbère, berbérophone. Alors les berbérophones de Libye, qui ont été totalement marginalisés depuis des siècles, se sont réveillés à l'occasion de la lutte contre Kadhafi. Nous verrons tout à l'heure pourquoi ils se sont soulevés contre Kadhafi. Et ces berbères ont constitué quelques-uns des éléments militaires les plus solides dans la désintégration libyenne. Et ces berbères jouent une carte totalement identitaire. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur de la Libye ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de sauvegarder leur identité et de s'allier ponctuellement, alliance changeante, avec quiconque est au pouvoir à Tripoli et qui leur garantit une existence à travers leur identité berbère. Aujourd'hui, ils se sont alliés aux frères musulmans de Misrata. Nous le verrons tout à l'heure. Mais ils peuvent demain changer de camp. S'ils n'ont pas d'avantage, s'ils n'ont pas une reconnaissance de leur berbérité, de leur amassirité, eh bien, ils passeront dans un autre camp. Pour le moment, les islamistes ont très bien joué. Ils ont réussi à les faire passer dans leur camp, alors qu'ils ne sont pas islamistes. Alors, évacuons donc la tache verte, la tache berbère pour le moment. Évacuons aussi la tache rouge et la tache bleue, au sud de la carte. Non pas qu'il ne se passe rien, il se passe au contraire des choses très importantes. Mais je vais le traiter rapidement de façon à pouvoir ensuite approfondir le point 1, le point 2 et le point 3. Alors, la tache bleue, c'est la zone de peuplement Toubou. La tache rouge, c'est la zone de peuplement Touareg. Attention, ce n'est pas une zone de peuplement homogène. On ne peut pas dire il n'y a que des Toubous ou que des Touaregs. Non, il y a des populations mélangées, et notamment de nombreux Arabes. Et il n'y a pas de territoire marquant une frontière entre le monde Toubou et le monde Touareg. Il y a une interpénétration. En fonction de l'histoire, en fonction des forces des uns et des autres, nous avons la tache Touareg qui pousse vers l'est, ou vice-versa, la tache Toubou qui pousse vers l'ouest. Ce qui est fondamental, c'est que et les Touaregs et les Toubous sont des peuples intermédiaires géographiquement, c'est-à-dire qu'ils contrôlent 2 axes obligatoires de passage entre la Méditerranée et l'Afrique sahélienne. Ils contrôlent leur couloir. Et à l'intérieur de ce couloir, eh bien, en principe, il n'y a personne d'autre qui passe que ceux qu'ils acceptent de laisser passer. Donc, qui tient la tache bleue, qui tient la tache rouge, qui réussit à s'entendre avec les Toubous ou avec les Touaregs, tient les couloirs de passage vers le Tchad et vers l'Afrique noire, c'est-à-dire les couloirs traditionnels de transhumance et de commerce. Aujourd'hui, et la géographie l'explique, les Toubous sont alliés au gouvernement numéro 3 et les Touaregs sont alliés au 1 tout à fait naturellement, puisque la Tripolitaine se prolonge sur la zone Touareg et la Cyrénaïque se prolonge sur la zone Toubou. Et on se bat en ce moment très sévèrement, très exactement dans ces zones d'oasis que vous voyez sur la carte, à l'intersection des 2 zones d'influence, parce que il y a une compétition pour le contrôle et des axes commerciaux et des champs de pétrole qui sont situés dans la zone. Donc, on se bat entre Toubou et Touareg. Alors, c'est fondamental, parce que les Touaregs vivent également en Algérie, ils vivent également au Niger, et ils vivent également au Mali. Tous sont apparentés. Donc il est bien évident que si les Touaregs se font égorger par les Toubous
dans la région de Khat, en Libye, leurs frères Touaregs ne vont pas laisser faire, donc il va y avoir une contagion. Même chose avec les Toubous. Les Toubous qui constituent une partie de la population du Tchad, notamment du nord du Tchad. Or, les Toubous qui sont dans le nord du Tchad sont pour le moment alliés au président Idriss Déby, qui lui n'est pas un Toubou, lui appartient à une autre ethnie qui est plus à l'est, un Zahawa, et le président Déby se méfie des Toubous, parce qu'il est arrivé au pouvoir en luttant contre les Toubous, en luttant contre Hissène Habré. Et il sait très bien que si les Toubous du Tchad, si les Toubous de Libye sont en difficulté, il ne pourra pas empêcher les Toubous du Tchad de voler à leur secours. Et il sait qu'en les laissant voler au secours de leurs frères du Nord, là également la contagion risque de toucher toute la région. Donc nous sommes dans un foyer de déstabilisation considérable dans cette région au sud. Et bien entendu, nous sommes, les Français, nous sommes au nord du Niger pour éviter cette contagion. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc nous avons nos camarades qui sont à Toumno, qui sont à Madama, qui sont dans toute cette région et qui essaient de bloquer un peu le phénomène avec les peu de moyens que Sarkozy leur a laissés, parce que c'est pas du tout Hollande ce n'est pas Hollande qui a désarmé l'armée française, il faut bien le voir, c'est Sarkozy. Hein. C'est le couple Sarkozy-Morin qui a détruit 18 ou 20 garnisons, je ne parle même pas des gendarmes mobiles, et la grande politique de saigner l'armée française s'est faite sous Sarkozy. Elle a été continuée sous Hollande, mais ça n'a pas été l'hémorragie que nous avons connue à l'époque de Morin-Sarkozy. Alors voilà donc la situation dans le Sud. Voyons maintenant les œuvres vives de la déstabilisation libyenne, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3. Alors de quoi s'agit-il? Commençons par la zone numéro 1. Alors la zone numéro 1, c'est la zone côtière de la Tripolitaine qui englobe deux villes importantes, Tripoli, la capitale, enfin l'ex-capitale, et Misrata. Misrata est une ville essentielle dans l'histoire de la Libye. Et à l'heure actuelle, l'échec du gouvernement d'union proposé par l'ONU s'est produit parce que l'ONU a laissé une trop grande place à Misrata. Car Misrata, pour les raisons que je vais vous expliquer, a un rôle important dans l'histoire de la Libye, mais Misrata est détesté par la plupart des autres populations de Libye. C'est-à-dire aider Misrata, c'est certes aider un noyau dur, mais c'est se mettre à dos l'essentiel des tribus des environs qui ont, avec Misrata, un lourd passif historique. Alors, Misrata, pourquoi cette ville est-elle importante? Parce que Misrata, qu'on appelle souvent une cité-État, est probablement la ville qui a le plus de traditions culturelles, historiques, politiques et économiques de la Libye. Pour quelle raison? Bien parce que Misrata fut la capitale des Koulouglis. Alors, qui sont les Koulouglis? Les Koulouglis, ce sont les métis de Turcs et d'indigènes et de Libyens. Or, les Turcs, vous savez, sont restés en Libye jusqu'en 1911, même un peu plus tard, parce qu'ils ont lutté contre les Italiens. Les Turcs sont restés pendant plusieurs siècles en Libye. Et quand ils sont partis, eh bien, ils ont laissé derrière eux des noyaux culturels turcs. Et ils ont laissé des métis, dont les Koulouglis. Les Koulouglis, on en avait également en Algérie. Il y avait des zones entières en Algérie où il y avait des peuplements Koulouglis. Et ces Koulouglis qui, bien souvent, se sont mis au service d'ailleurs de l'armée française. Et ces Koulouglis ont une caractéristique essentielle, c'est qu'ils regardent vers la Turquie. Leur pôle, c'est la Turquie. La Libye n'existe pas. Ils ont toujours regardé vers la Turquie. Ils ont toujours été le pont de la Turquie, de l'Empire ottoman puis de la Turquie, en Libye. Et aujourd'hui, ils sont la tête de pont de la politique turque du gouvernement Erdogan, renforcée par le fait que c'est la capitale des frères musulmans. Or, il ne vous échappera pas qu'en Turquie, les frères musulmans sont au pouvoir avec Erdogan et avec son équipe. Donc tous ces éléments font que, depuis la rébellion et la guerre civile libyenne qui aboutit à renverser Kadhafi, Misrata est le point d'ancrage de la politique turque et qatari. On retrouve le Qatar et la Turquie
alliés dans cette affaire, pour des raisons diverses, mais ils se trouvent alliés. Et Misrata a un complexe de supériorité par rapport aux autres villes de Libye, considérant que Misrata, et les notables de Misrata ont raison, c'est une ville qui, elle, a sa tradition, a son histoire, a sa personnalité très différente, a ses élites culturelles et marchandes. Donc, nous avons ce point 1 avec Misrata. À l'intérieur de ce rectangle, plus à l'ouest, nous avons Tripoli. Alors Tripoli, capitale d'un État qui n'existe plus, et qui est contrôlé par des milices islamistes salafistes. Alors toute une série, il y a plusieurs dizaines de milices, et pour le moment, nous avons affaire à une alliance un peu bizarre entre les salafistes et les frères musulmans. C'est-à-dire que les milices de Tripoli et les milices de Misrata sont alliées, alors qu'elles se sont battues il y a 1 an et demi, quand les milices de Tripoli ont voulu expulser celles de Misrata de la ville de Tripoli. Mais nécessité faisant loi, face à un autre larron dont nous allons parler maintenant, ces milices se sont unies. Nous passons au point 3. Je laisse de côté le point 2 pour le moment. Alors le point 3, c'est la Cyrénaïque. La Cyrénaïque avec une situation excessivement confuse. Excessivement confuse parce que, en Cyrénaïque, nous avons une volonté, il y a plusieurs couches de lecture du conflit. La première couche de lecture, c'est la Cyrénaïque qui ne veut pas travailler avec la Tripolitaine. Ça, on le sait depuis longtemps, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Deuxième grille de lecture, la Cyrénaïque, qui avait été au pouvoir à l'époque du roi Idriss, renversé par Kadhafi, qui est ancien, notamment dans la région de Derna. Derna que vous voyez sur l'extrême nord de la Libye. Derna, qui va se soulever à l'époque de Kadhafi au nom du salafisme, et Kadhafi va régler le problème d'une manière sévère, et les combattants de Darna vont se réfugier dans l'arrière-pays, parce que l'arrière-pays de la Cyrénaïque, ce n'est pas un désert, c'est la Corse. Vous avez en Cyrénaïque le Djebel Akdar, la montagne verte, qui part grosso modo de Benghazi et qui va jusqu'au sud de Darna, sur toute la longueur de cet isthme et sur environ entre 80 et 100 km du nord au sud. Et c'est une zone qui est une zone verte, relativement verte. C'est un peu la Corse, la moyenne Corse. D'ailleurs, ce fut la zone d'installation des Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs qui développèrent la grande civilisation cyrénéenne avec tous ces vestiges que nous connaissons aujourd'hui. Et les Grecs qui disaient qu'Apollon avait ouvert le ciel de Cyrénaïque pour faire tomber de l'eau. La région, c'est les Grecs appelaient la région au ciel percé, parce qu'il pleuvait. Là. Donc ceci est très important. Et il y a donc un arrière-pays, ce n'était pas du désert. Le désert commence au sud. Là, nous sommes dans une zone de montagne, favorable aux maquis. Donc ces maquis vont se réfugier dans la montagne, et Kadhafi va mettre 4 à 5 ans avant de les liquider. Et finalement, il va réussir à les liquider, mais comme il ne va pas y aller de main morte, il va se mettre à dos un certain nombre de populations, parce qu'il a à la fois tué le bébé avec l'eau du bain, bon, donc c'est un peu... il a entraîné autour de lui un certain nombre de récriminations, et ces maquisards, les survivants de ces maquisards, vont finalement abandonner la montagne et vont doucement s'infiltrer à Benghazi. Ils vont s'infiltrer à Benghazi et ils vont se mettre en position dormante. Et ils vont se réveiller dès le début du soulèvement contre Kadhafi. Et les gentils démocrates chers à Bernard-Henri Lévy et pour lesquels nous sommes intervenus, c'était les salafistes de Cyrénaïque qui dirigeaient ce mouvement, qui était à l'origine, qui était l'élément de choc de ce mouvement. Là encore, le mensonge, la propagande a été totale. Cette affaire d'intervention pour sauver Benghazi, c'est au niveau des couveuses du Koweït, c'est au niveau des charniers de Timisoara. C'est la grande désinformation qui a été organisée pour pouvoir justifier la guerre contre Kadhafi, parce que Benghazi était menacée par quoi? Ville d'1 million d'habitants, était menacée par une colonne de vieux chars. Il y avait 25 ou 26 chars, plus quelques transports de troupes à peu près délabrés, une force qui ne faisait pas 1500 hommes,
qui était tellement délabré que les chars manœuvraient au drapeau comme en 1916, vous savez, même plus capables de communiquer par radio d'un char à l'autre. Et c'est cette force de 1500 hommes qui risquait d'ethnocider et de génocider 1 million d'habitants à Benghazi. Donc nous sommes dans le mensonge le plus total, et c'est en déformant cette réalité que la France a réussi à arracher à l'ONU cette décision d'exclusion aérienne qui a permis immédiatement à l'aviation française, à l'aviation anglaise, à l'aviation française d'intervenir et de bloquer la contre-attaque de Kadhafi vers l'Est. Donc nous avons ce monde qui est un monde profondément divisé. Et dans ce monde profondément divisé, du numéro 3, depuis 2 ans, un nouveau personnage est apparu, le général Haftar. Alors le général Haftar, qui lui est un officier de l'armée libyenne, qui est un vieux camarade de Sarkozy, de Kadhafi, qui est un vieux camarade de Kadhafi, ils ont fait le coup d'État ensemble. Ils ont fait le coup d'État qui a renversé la monarchie ensemble, et le général Haftar est tout à fait dans le cercle des initiés autour de Kadhafi, et le général Haftar est chargé, reçoit le commandement de l'armée libyenne, qui est chargée d'intervenir au Tchad contre le régime tchadien. Vous vous souvenez que nous sommes restés en guerre au Tchad pendant des années, contre Kadhafi, en soutenant les régimes locaux, et donc le général Haftar est à la tête de cette armée libyenne qui envahit le Tchad et qui prend une raclée mémorable. L'armée libyenne est complètement liquidée par l'armée tchadienne, bien aidée par l'armée française, bien entendu, donc raclée mémorable, et le général Haftar est fait prisonnier. Il est fait prisonnier, et ensuite, des tractations bizarres se passent. Haftar est libéré et part s'installer aux États-Unis. Il disparaît de la circulation. Il revient au moment de la lutte contre Kadhafi, mais il n'a jamais rompu les liens tribaux avec les tribus qui étaient alliées à Kadhafi. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, le général Haftar décide de rassembler l'armée libyenne, enfin ce qui existe de l'armée libyenne, et d'attaquer les islamistes. Donc, il y a donc, en plus de tous ces éléments, maintenant, une force non islamiste, purement militaire, qui répond au général Haftar, dont l'efficacité est assez limitée, parce que depuis 2 ans et demi qu'elle prend l'offensive, n'ont pas beaucoup réussi à avancer, mais enfin, ils sont là. Donc, une situation assez complexe. Et depuis 1 an, le numéro 2. Apparaît le numéro 2. Alors, ce numéro 2, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'État islamique. Il s'agit de l'État islamique qui a commencé par s'installer à Darna, donc il y a 2 ans, et les islamistes de Darna se sont ralliés à l'État islamique, à Daesh. Et là, vous allez dire que la situation est vraiment compliquée. Qui a chassé l'État islamique de Darna? Al-Qaïda. Donc, une alliance d'Al-Qaïda et du général Haftar qui a chassé les islamistes de Darna. Alors, certains éléments islamistes ont repris la montagne, comme ils l'avaient fait à l'époque de Kadhafi. Donc, dans l'arrière-pays d'Al-Qaïda de Darna, vous avez des noyaux, je ne dirais pas des katibas, mais des noyaux qui sont là, prêts à intervenir sur la région. Et l'essentiel des forces de Daesh est passé dans ce rectangle 2. Alors, ces forces sont arrivées de Syrie. Elles sont arrivées par avion turc. Intéressant. Donc, nous le savions bien, les services le savaient, on savait très bien depuis 1 an, 1 an et demi, que retirés du front de Syrie, transitant, alors je ne dis pas que c'est la Turquie, je ne dis pas que c'est l'État turc, mais ils partaient d'aéroports turcs avec des avions turcs. Et donc des djihadistes qui ont été retirés du front syro-irakien et qui ont été envoyés dans cette zone. Et ces djihadistes ont pris le contrôle de ce rectangle. Alors, ce rectangle est essentiel. Plusieurs raisons. D'abord, ce rectangle est situé au point d'aboutissement des terminaux pétroliers.
de la région. 40% du brut qui était exporté par la Libye avant les événements partait de cette zone entre Brega, Ras Lanouf, dans ce golfe des Sirtes. Deuxième élément, cette zone est la zone, notamment Sirte, de la tribu du colonel Kadhafi. Alors, dans un premier temps, il s'est passé exactement ce qui s'est passé en Irak. C'est-à-dire qu'en Irak, les fidèles de Saddam Hussein ont tellement été écœurés de l'attitude des Américains, des Européens, de tous leurs adversaires, qu'ils se sont mis au service de Daesh, de l'État islamique, en fournissant à l'État islamique les cadres qui lui manquaient. Et il s'est passé la même chose en Libye, mais ça a changé rapidement. C'est-à-dire que, souvenez-vous comment est mort Kadhafi. Si vous voulez voir, vous allez chercher, vous allez sur la vidéo et vous tapez la mort de Kadhafi. Et vous allez voir la vidéo qui est pas ragoûtante du tout. Et Kadhafi a été fait prisonnier, c'est une longue histoire, on saura un jour comment cela s'est passé, qui l'a donné, mais pour le moment on ne peut que décrire. Son fils a les yeux crevés, émasculé, les pieds et les mains coupés, son ministre, la même chose, et ils ont été exposés dans la morgue de Misrata. Et dès la fin de Kadhafi, qui était originaire de la région de Sirte, les tribus de Misrata, les milices de Misrata sont venues piller, massacrer, violer, égorger la tribu des Kardafda, la tribu de Kadhafi. Ce qui fait que l'écœurement a été tel que les Kardafda ont voulu se venger. Et ils se sont dit que le meilleur moyen de se venger, c'est de se mettre avec l'État islamique, et là on va leur faire payer ce qu'ils nous ont fait subir. Mais ils se sont rendus compte rapidement qu'ils n'étaient pas gagnants à faire. Donc aujourd'hui, on peut dire que les Khadafda ont laissé tomber l'État islamique, sauf quelques éléments, et les Khadafda, en revanche, sont passés dans la zone 3 avec le général Haftar. Vous voyez les recompositions qui se font et qui sont tout à fait intéressantes. Et troisième élément d'intérêt de cette zone 2, c'est que cette zone 2 n'a pas été créée pour le pétrole. Ça, c'est une histoire pour les petits-enfants. C'est une histoire pour les journalistes du monde. C'est pas du tout cela. L'État islamique sait très bien qu'il ne va pas prendre ce pétrole. Pour le moment, il n'a pas les moyens. Parce que, même s'il contrôle les terminaux, il ne va pas contrôler les puits. Et il ne va pas contrôler les axes et les pipelines. D'autant plus que l'État islamique sait très bien que le pétrole ne pourra pas être exporté. Même si l'État islamique tient les ports, il ne va jamais pouvoir faire charger des tankers. Il y a les flottes européennes qui sont là. Il n'y a pas une Turquie voisine qui trafique officiellement avec l'État islamique. En Turquie, en Syrie et en Irak, le pétrole de la zone tenue par l'État islamique peut être trafiqué, parce que sur la frontière turque, il y a tous les réseaux turcs qui achètent ce pétrole. Et là, ce ne sont pas les Égyptiens qui vont l'acheter, ce ne sont pas les Tunisiens. Il va falloir l'exporter par bateau, mais ça ne marchera pas. Aucune marine européenne qui est sur zone ne laissera cela. Donc l'État islamique, c'est là. Quel est le but? Le but, c'est le Sud. Le but de l'État islamique, ce n'est pas du tout de conquérir le 1 ou le 3. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas la force suffisante pour le moment. Ils attendent la désintégration de ces deux zones. Ils attendent que les guerres civiles internes continuent. Leur but, c'est la jonction de la zone bleue et de la zone rouge, pour venir jusqu'au Nigeria, ici, pour tendre la main à Boko Haram. Et pour tendre la main à Boko Haram, ce qui a commencé, parce que Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique, Boko Haram du nord du Nigeria, alors que les terroristes du Mali et du Burkina Faso, eux, ont fait allégeance à Al-Qaïda. Ils ne sont pas ralliés à l'État islamique. Ils pourront se rallier, parce que doctrinalement, rien ne les sépare. Même pas une feuille de papier à cigarette. Ce sont des histoires d'hommes, de rivalité, mais demain, il peut très bien y avoir une coagulation de ces ennemis. Pour le moment, nous avons de la chance, ces groupes sont séparés. Et leur but, c'est cela. Leur but, c'est de tenter d'ouvrir un axe jusque dans le nord du Nigeria pour tendre la main à Boko Haram.
Alors nous y sommes. Voilà, les forces françaises sont là pour essayer d'empêcher. Toutes les passes du sud de la Libye, toutes ces passes, alors vous avez entendu parler de la passe Salvador, oui, mais il y a d'autres passes plus importantes. Il y a la passe d'Anaï sur l'Algérie, et puis vous avez toutes les passes situées plus au sud. Tous ces axes qui sont sur les axes traditionnels des caravanes, sur la route de Bilma et sur la route de N'Djamena et de Kano vers le Nigeria. Alors voilà en recul ce que donne cette carte. Nous avons donc ces zones qui sont ici touchées par Boko Haram, toute cette région, ici, avec le nord du Cameroun, une partie du sud du Niger, et nous avons les deux grands carrefours, qui sont les carrefours fondamentaux, stratégiques du Sahara, cette partie du Sahara. Le 1, nous y sommes, hein, dans la passe Salvador et la région des quatre frontières, et le deuxième, celui d'Ouainat, sur la Libye, l'Égypte, le Soudan du Nord et le Tchad. Là, nous n'y sommes pas. Et à l'heure actuelle, le ravitaillement des islamistes se fait en grande partie depuis le Soudan, qui est un État islamique, et depuis le Soudan, par le désert, qui remonte vers Darna, Benghazi, etc. Donc une situation qui est excessivement compliquée, une situation qui est excessivement fluide et excessivement volatile, et une situation qui permet de poser la question, que faire? Que faire? Comment reconstruire la Libye? Eh bien, là, voilà une carte qui, en fait, vous montre ce qu'est la Libye. Si vous comprenez cette carte, vous avez compris la Libye. Alors, laissons de côté les deux grandes taches du sud dont je vous ai parlé, les Toubous à l'est, les Touaregs à l'ouest. Laissons les Berbères dans la zone verte en haut et les petites taches berbères, mais très très minoritaires, en Cyrénaïque. En fait, la Libye du Nord, je répète, je laisse de côté le monde Toubou et le monde Touareg. La Libye du Nord est partagée entre trois grandes alliances. Trois grandes alliances traditionnelles, qui sont des alliances qui sont nées au cours de l'histoire. Et le drame de l'intervention française, c'est qu'elle a cassé ces alliances. Elle ne s'est pas contentée de liquider Kadhafi, mais le drame de cette intervention française, ça a été de casser le cœur même du fonctionnement sociologique de la Libye. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, trois grandes alliances tribales, un rectangle noir qu'on appelle l'Alliance de la mer, avec les villes du littoral, qui ont toujours vécu dos tourné au désert, dans la crainte des razzias, des tribus du désert, tribus qui venaient piller les riches villes du littoral, qui étaient des villes commerçantes, point d'aboutissement des caravanes transsahariennes, et qui commerçaient avec la Méditerranée et avec la Turquie. Donc, un système politique totalement tourné vers le nord, totalement tourné vers la Méditerranée. Et deux autres grands ensembles, celui de Cyrénaïque et celui de Tripolitaine. Ces alliances se constituent au XIe siècle. XIIe siècle. Elles sont achevées au XIIIe siècle. Et si nous n'avons pas cette profondeur, nous ne comprenons pas les événements d'aujourd'hui. Alors, comment se constituent-elles, ces alliances? Alors, la Libye, comme toute l'Afrique du Nord, est un pays berbère. Même le nord de l'Égypte, jusqu'à la première cataracte, est à l'origine un monde totalement berbère. Un monde berbère qui va être islamisé et arabisé avec le temps. Mais les noyaux de peuplement arabes vont être tardifs. Aussi bien au Maghreb qu'en Libye, le peuplement arabe important ne va pas se faire avant le XIe, XIIe, XIIIe siècle. Et il va se faire à l'occasion de ce que l'on a appelé les migrations des Hilaliens, les tribus hilaliennes. Alors qu'est-ce que ces tribus hilaliennes? Vers l'an 1000, 1100, sortent d'Arabie, comme périodiquement, tous les 2-3 siècles, sortent de la péninsule arabique et du désert arabique des tribus qui se répandent vers la Palestine et vers le Sinaï. Et à l'époque, ces tribus vont se répandre vers l'Égypte.
Qui est au pouvoir en Égypte à l'époque? La dynastie des Fatimides. Dynastie berbère de Petite Kabylie. Car, certes, l'émir fatimide est arabe, mais son armée est totalement berbère. Ce sont les Koutama, les Okoutamani de Petite Kabylie, qui fournissent la troupe, la cavalerie, etc. Donc c'est un monde berbère qui se transpose dans le nord de l'Égypte, et là se développe cet empire fatimide. Et cet empire fatimide, qui quitte l'Afrique du Nord, qui quitte le Maghreb pour aller en Égypte, laisse derrière lui des lieutenants qui appartiennent à un certain nombre de tribus berbères. Dès que la tête de l'Empire a quitté le Maghreb pour partir en Égypte, les Berbères du Maghreb se soulèvent ou prennent leur autonomie. Ce qui fait que les Fatimides ont un souci de les ramener dans leur autorité, ou du moins de les punir, de les châtier. À ce moment-là arrivent ces tribus arabes qui pillent le nord de l'Égypte. Et les Fatimides nous disent, mais c'est très simple, nous allons faire d'une pierre deux coups, nous allons envoyer aux Berbères ce qu'on appelle le fléau bédouin, ce qui va nous débarrasser de ces pillards, et en même temps, nous allons nous venger de nos vassaux qui se sont soulevés. Et les Fatimides vont remettre des titres de propriété aux chefs de ces tribus, en disant, partez vers l'ouest, c'est à vous. Tout ça est pour vous. Alors nous les connaissons bien, ces dévastations faites par les Beni Hilal et les tribus apparentées. Ibn Khaldoun les a décrites comme des nuées de sauterelles, plus de dégâts que des passages de sauterelles. Quand ils ont besoin d'un piquet de tente, ils coupent un arbre fruitier pour faire... Donc c'est des nomades qui se trouvent dans une société agricole, parce que tout le nord de la Cyrénaïque est une zone à l'époque de jardin. C'est une zone d'arboriculture. Je vous ai dit que la Cyrénaïque était une région qui était dans sa partie montagneuse, là on ne parle pas de la partie désertique, une région de vieille civilisation grecque. Ceux d'entre vous qui êtes allés dans ces régions avant les événements avaient vu ces cités grecques absolument magnifiques dans toute cette région de la Cyrénaïque. Eh bien, le fléau bédouin va ravager toute cette arboriculture. Et les premières tribus vont s'installer dans ce cercle bleu. Et comme elles sont les premières à s'installer, elles sont les plus nobles. Ce qui fait que déjà, dans l'histoire de cette Libye qui se constitue, la Cyrénaïque est le cœur des tribus nobles. Ce qui va expliquer pourquoi, d'ailleurs, la Cyrénaïque ne va pas accepter le pouvoir de la Tripolitaine. Un siècle plus tard, une deuxième vague ilalienne sort du désert d'Arabie, et même chose, part vers l'ouest. Elle ne s'installe pas en Cyrénaïque, puisqu'il y a déjà des tribus. Elle va plus à l'ouest. Et elle s'installe dans ce grand haricot rouge qui va être la zone de la Seconde Alliance. Une partie de ces tribus continue vers l'ouest, d'ailleurs, et ces tribus vont arriver jusque dans l'actuel Maroc. Alors, le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que ces tribus vont arriver dans l'actuelle Tunisie, et les Berbères marocains, qui sont les Almohades, les Berbères Intata de la montagne au-dessus de Marrakech, vont partir au devant de ces Arabes pour les battre. Parce qu'ils ne veulent pas de cette invasion arabe dans cette Afrique qui est encore la Berbérie à l'époque. Et les Almohades vont battre les Arabes. Et au lieu de les renvoyer vers l'Est, que vont-ils faire? Ils vont les engager à leur service. Pourquoi? Parce qu'au même moment, dans l'Espagne musulmane, dans Al-Andalus, les musulmans reculent. Et la Reconquista chrétienne est en train de marquer des points. Et les musulmans d'Espagne appellent au secours les Almohades. Et les Almohades se disent, bon ben voilà, plutôt que de massacrer les Arabes, plutôt que de les renvoyer vers l'Est, faisons-les passer à notre service, ce sont de bons guerriers, et on va pouvoir les utiliser en Espagne contre les... On ne dit pas l'Espagne, à l'Andalous contre les chrétiens. Malheureusement, pour tout le monde, le sultan almohade meurt au moment où il organise l'expédition au nord du détroit de Gibraltar, et ces tribus se retrouvent dans l'actuel Maroc. Et ces tribus vont, à partir de ce moment-là, s'insérer dans le jeu politique berbère, et ces tribus vont apporter leur soutien aux uns et aux autres
profitant des moments de faiblesse à la fois des cités-États algériennes, Tlemcen, Bougie, ou bien de Tunisie, et également du Maroc, quand il y a des affaiblissements dans les dynasties marocaines, pour soutenir tel ou tel prétendant en échange de territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, pour ceux d'entre vous qui connaissez le Maroc, toute la région des Doukala est une région qui est supposée être arabe. C'est une région, en fait, dans laquelle les Berbères ont été totalement arabisés par ces tribus. Et l'autre région marocaine, deux autres régions marocaines dans lesquelles nous avons ces tribus arabes bien installées, c'est la vallée de la Moulouya, au sud de Guersif, et ensuite toute la région qui est située dans les plaines au nord de Marrakech. Nous avons des gros noyaux de tribus arabes qui, elles, se rattachent à ces tribus arrivées à ce moment-là. Donc, c'est un phénomène très intéressant qui touche toute l'Afrique du Nord. Donc, deuxième alliance, l'alliance d'en haut, l'alliance rouge, qui se constitue en Tripolitaine. Nous sommes à la fin du XIIIe, début du XIVe. La Libye n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Et, à la fin du XVIe siècle, une nouveauté intervient. Cette nouveauté, c'est l'arrivée des Turcs. Les Turcs ottomans. Les Turcs ottomans longent le littoral pour prendre à revers les Espagnols. Parce qu'en fait, c'est la grande lutte entre l'Empire espagnol et le monde musulman. Les champions de la chrétienté sont les Espagnols, et les champions de l'islam, ce sont les Ottomans. Et les Ottomans vont arriver jusqu'en Afrique du Nord. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le Maroc, qui vient d'être chassé d'Espagne quelques décennies plus tôt par la Reconquista, va s'allier aux Espagnols contre les Turcs. Et c'est l'alliance maroco-espagnole qui va empêcher les Turcs de faire le tour de la Méditerranée. Parce que sans cette alliance, les Turcs prenaient le Maroc et soulevaient les noyaux de population musulmane. Parce qu'il y a encore, à l'époque, à peu près 20% de la population espagnole qui est restée et qui est musulmane et qui va se soulever, ce qui va expliquer d'ailleurs l'expulsion des Morisques par Isabelle la catholique, etc., et ses successeurs. Donc les Turcs sont présents. Et que vont faire les Turcs? Ben rien. Les Turcs ne vont pas chercher à contrôler l'intérieur. Ça ne les intéresse pas. Les Turcs vont installer des noyaux de commandement et les Turcs vont gérer d'une manière très souple cette Libye qui n'existe pas encore. On l'appelle à l'époque le vilayet de Tripoli. Et à la fin du XVIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, une dynastie Koulougli va prendre le pouvoir en Libye. Donc une dynastie de métis, de Turcs et d'indigènes. Cette dynastie Koulougli, qu'on appelle les Karamanli, va essayer de faire l'union de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine. Elle ne va pas réussir. En 1835, les Turcs reviennent, ils se réinstallent dans l'actuelle Libye. Pourquoi? Parce que les Français sont en Algérie. Parce que les Turcs se disent, bon, on vient de se faire prendre l'Algérie par les Français, enfin la régence d'Alger par les Français. La régence de Tunis a applaudi au débarquement français, parce que la régence de Tunis a tellement peur du retour des Turcs qu'elle applaudit au débarquement. Et les autorités tunisiennes, l'évêque de Tunis, demande à l'évêque de Tunis de célébrer un tédéum pour la plus grande gloire de la conquête d'Alger par les troupes françaises. Et l'évêque de Tunis écrit au roi de France en disant que c'est le plus beau jour de sa vie et qu'il donne à la France le lieu précis où est mort Saint-Louis lors de la 9e croisade, pour que la France érige une statue de Saint-Louis sur les lieux de sa mort. Donc la France va ériger une énorme statue en bronze qui arrive dans le port de Bizerte et écrit. Donc à l'époque, nous sommes sous Louis-Philippe. Je suis trop vieux pour tirer cette statue, mais si j'étais plus jeune, avec garde, nous aurions tiré à bras d'homme cette statue. Et il fait tirer la statue par sa garde bellicale, jusqu'au lieu. Tout ça pour dire que, tellement heureux de voir que les Français sont là, car les Français présents, ça veut dire que les Turcs ne viendront plus.
Donc les Turcs se disent on est en train de perdre complètement notre territoire, d'autant plus qu'en Égypte, il y a eu le phénomène de Mehmet Ali. Alors Mehmet Ali, qui était un pacha turc d'origine grecque, qui va proclamer l'indépendance de l'Égypte, qui est un grand allié de la France, et qui veut définir une politique avec la France d'union de tout le sud de la Méditerranée. Alors évidemment, les Anglais sont furieux. Et comme toujours, nous voyons l'alliance anglo-turque, comme aujourd'hui, américano-turque. La constante historique est toujours là. C'est toujours la même chose. Donc, de même qu'aujourd'hui, nous voyons les Américains qui sont les principaux alliés des Turcs depuis des années, à l'époque, c'était les Anglais. Le but était toujours renforcer la Turquie pour que la Russie ne sorte pas sa flotte de la mer Noire par les détroits. Oui, nous sommes en pleine actualité, sur des siècles, devant des grandes constantes qui ne bougent pas. Donc, les Turcs se disent, si nous ne prenons pas pied en Libye, eh bien, Mehmet Ali ou ses successeurs vont établir avec la France un continuum depuis l'Algérie jusqu'à l'Égypte. Les Anglais n'en veulent pas, les Anglais poussent à l'intervention turque, et les Turcs reviennent donc en Libye. Et les Turcs vont essayer de prendre le contrôle de la Libye. Mais la Libye ne sera pas unie. Elle ne sera jamais unie, cette Libye. Elle ne sera unie que pendant quelques années à l'époque italienne. À l'époque italienne, quand Mussolini va essayer de conquérir l'intérieur de la Libye. Alors, la conquête de la Libye commence avant Mussolini, puis elle commence en 1911. En 1911, les Italiens qui ont été battus par les Éthiopiens en Afrique de l'Est, qui ont été évincés par les Français de Tunisie, parce que les Italiens voulaient s'installer en Tunisie, se retrouvent avec une volonté impériale, il n'y a plus de territoire, et finalement un consensus international s'établit. La France laisse à l'Italie la liberté de s'installer en Libye, en échange du soutien italien à l'installation française au Maroc, oui, en marchandage le plus total. Et les Italiens débarquent en 1911 dans un territoire turc. Ils font la guerre à la Turquie, et ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal, parce que les Turcs vont se battre, ils vont se battre avec les tribus qui vont les aider, etc. Les Italiens n'auront comme alliés que les Berbères du Djebel Nefoussa, qui vont être dès le début avec les Italiens. Toujours cette politique des Berbères qui vont se mettre avec ceux qui permettent de soulager l'étreinte arabe. Tout ce qui peut les détacher un peu des Arabes va être soutenu par les Berbères. Et les Italiens vont donc se retrouver en Libye en 1911. Le premier conflit mondial éclate. L'Italie ne contrôle absolument pas la Libye, même le recule pendant le premier conflit mondial. Et l'on peut dire que la pacification, la conquête de la Libye est terminée en 1932-1933. C'est-à-dire même pas 10 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que 7-8 ans plus tard a lieu le second conflit mondial et la Libye est envahie par les Anglais au nord et par les Français au sud. Le Fezzan va passer sous la zone française et puis la Cyrénaïque puis la Tripolitaine vont être englobées par les Anglais après le recul de Rommel et de l'Africa Corps. Donc on se retrouve avec une situation tout à fait claire. Nous sommes en 1945, la Libye n'existe toujours pas, que faire? Alors les Anglais ont une idée. Les Anglais partent de cette réalité, parce que les Anglais, qui ont ce côté réaliste d'une politique africaine qui repose sur le réel. Nous avons une approche idéologique, sentimentale, etc. Pas les Anglais. Les Anglais, c'est une froide analyse utilitariste. Et ils disent, bon, c'est pas gérable. On ne peut pas faire travailler ensemble la Cyrénaïque, la Tripolitaine, les Touaregs, etc. Ah, écoutez, nous, le désert, on ne le connaît pas. Vous, les Français, vous le connaissez. Vous gardez le Fezzan. Vous rattachez ça au Tchad, au Niger, c'est à vous. Nous prenons un État indépendant en Cyrénaïque. D'ailleurs, c'est près de l'Égypte, nous sommes en Égypte, ça nous permettra de contrôler la zone et d'élargir le contrôle vers le canal de Suez. Et les Italiens, il ne faut quand même pas les humilier complètement, parce que certes, ils étaient dans un camp, mais ils ont changé de camp à la fin de la guerre. Donc il faut leur donner une petite consolation. Et comme il y a encore 70 000 colons italiens en Tripolitaine,
pourquoi ne pas créer une sorte d'État semi-indépendant sous autorité italienne, etc. Donc, en fait, faire trois Libyes. Le réalisme absolu. Donc, l'ONU dit non. Non. Nous voulons une Libye unie. Pas unitaire, mais unie, dans les frontières. À partir de ce moment-là, comment gérer la situation? Eh bien, la situation se gère par les tribus. Parce que les Britanniques, les Français, les Italiens vont renoncer, bien entendu, à leur zone de contrôle et vont aider à une négociation entre ces alliances tribales. Et pendant 2 ans, ces alliances tribales vont négocier. La Cyrénaïque ne veut pas de la Tripolitaine. La Tripolitaine aimerait bien être classée à la Cyrénaïque, mais c'est la Cyrénaïque qui considère que non, on ne peut pas se mélanger à ces gens de l'Ouest qui ne sont pas les mêmes. Et finalement, un consensus va s'établir, une monarchie tribale qui va être dirigée par la tribu la plus noble de Cyrénaïque. Vous voyez, on retombe complètement sur l'histoire. C'est-à-dire que toutes les tribus de l'ensemble de Libye reconnaissent que la tribu des Barassa, que vous voyez en 5, sur la carte, là-haut, merci, et qui est la tribu d'Idriss, qui a été un des chefs de la confrérie sénouciste et qui a résisté longtemps aux Italiens, doit être la tribu qui donne le roi. Donc les tribus de Cyrénaïque, les tribus de Tripolitaine, du Fezzan, se mettent d'accord et la Libye devient un royaume dirigé par le roi Idriss. Le roi Idriss est un roi très débonnaire, qui gouverne un peu comme on gouvernait au XIXe siècle, et qui installe sa capitale à Al-Baïda, dans le point, vous voyez, Al-Baïda. Vous entendez souvent parler à l'heure actuelle d'Al-Baïda, quand on parle des événements de Cyrénaïque, parce que c'est le cœur même de l'ancienne monarchie, qui s'oppose à la fois à la Tripolitaine et aux islamistes. Et le roi Idriss va décider d'abdiquer. Il va décider d'abdiquer pour laisser le pouvoir à un de ses neveux, parce qu'il est très vieux, parce que le pouvoir ne l'intéresse pas. Il préfère aller prendre les eaux, il aime bien aller prendre les eaux dans les stations thermales en Turquie, etc. C'est un vieux monsieur qui vit d'une manière un peu nonchalante. Et une tête fort sympathique, le roi Idriss. Vous voyez les photos, il a une bonne tête. Et il était, la veille de son renoncement au pouvoir, a lieu le coup d'État des officiers libres, Kadhafi et ses camarades, qui renversent le roi Idriss au prétexte que le roi Idriss n'a pas soutenu la cause arabe lors des guerres israélo-arabes, israélo-palestiniennes. Donc à partir de ce moment-là, arrive Kadhafi au pouvoir. Pas tout de suite. Kadhafi, pendant 2-3 ans, va laisser ses camarades gérer le pays, et au bout de 3 ans, il prend vraiment le pouvoir. Et Kadhafi, qui est un homme qui connaît parfaitement les rouages tribaux, Kadhafi, donc originaire de cette région, vous voyez la région numéro 2, le point 2, les Hadafda, ici, et vers Saba. Les Hadafda, nomadisés dans tout ce couloir, qui part de Sirte et qui va jusqu'au sud de Mourzouk. Et la tribu de Hadafda est une tribu de grands nomades. Les grands nomades, ce sont des chameliers. Chameliers qui partent de la Méditerranée et qui vont jusqu'au lac Tchad. Les petits nomades, eux, qui élèvent des moutons, sont collés au littoral, ils ne font pas de grandes distances. Kadhafi a une vision totalement tribale, et une vision totalement africaine, parce que pour lui, le Fezzan, le Niger, le Tchad, ce ne sont pas des mondes étrangers, parce que toute son enfance a été bercée par les récits de ses oncles, ses grands-parents, etc., qui faisaient les caravanes à l'époque, jusqu'à l'époque italienne, etc. Et Kadhafi, qui appartient donc à l'Alliance Rouge que vous voyez là, veut élargir son pouvoir, car il sait très bien que s'il ne rapproche pas les deux alliances, il va être balayé. Donc, il va réussir un coup tribal extraordinaire, il va répudier sa première femme, qui est une Koulougli originaire de la région de Zouara, presque sur la frontière tunisienne. C'est une institutrice totalement européanisée,
il la répudie, et il va épouser une fille Barassa, d'un sous-clan de la tribu des Barassa, sous-clan des Firkesh, mais par ce mariage, par cette union matrimoniale, il attire à lui tout le cercle bleu. C'est-à-dire que Kadhafi se trouve être à la jonction, à travers sa propre personne, de ces deux cercles d'alliance. Et c'est là-dessus que va marcher le système Kadhafi. Le seul moment où la Libye, avec des hauts et des bas, bien sûr, avec des massacres, des tueries, parce que nous sommes en société tribale, avec des vengeances, des intrigues, mais ça va marcher qu'à un cas. Ça va marcher qu'à un cas, avec l'alliance de ces deux grands ensembles. Et méfiance envers le coffre de la mer. Méfiance envers les alliances de la mer. Kadhafi, il les considère comme des gens de la ville. Et Kadhafi, il dit que ferais-je, moi, le bédouin, dans cette ville immorale et complètement dégénérée? Moi, je suis un homme de l'attente, je suis un homme du désert. Et il dit également, je suis né à 20 km de la mer, c'est vrai, mais j'ai dû attendre d'entrer à l'école d'officier pour voir la mer. Parce que nous, on ne regardait pas la mer. Nous sommes des hommes de l'intérieur, nous sommes des hommes du bled, nous sommes des hommes du désert, nous sommes des hommes de la migration. Alors qu'aujourd'hui, le drame de la Libye, c'est que tous les dirigeants de la Libye, c'est le cercle noir. Aujourd'hui, nous avons une Libye littorale qui est au pouvoir, et dans la méconnaissance la plus totale, l'ONU et les organisations internationales ont pensé que ces représentants des cités littorales, qui effectivement savent s'exprimer, ont des liens, comment dirais-je, de courtoisie, etc., avec les uns et les autres, sont les représentants de la Libye, mais pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une projection littorale. La Libye, c'est la Libye profonde. Même si des migrations se sont faites, même si l'intérieur de la Libye s'est vidé au profit des villes, mais les alliances tribales sont restées. Ce n'est pas parce que les gens de telle tribu ont quitté pour aller vers Tripoli qu'ils ont perdu leur alliance tribale. Pas du tout. Ceci est resté fondamental. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Libye. Donc, Kadhafi est à la jonction et l'engrenage, en fait, entre ces deux grandes poulies, et c'est lui que nous abattons. Et dans l'ignorance la plus totale du dossier, Sarkozy, les Anglais, etc., vont détruire l'homme qui tenait entre elles les éléments du puzzle de la marqueterie tribale. Alors attention, je ne porte pas de jugement de valeur, vous avez bien compris, je ne défends pas Kadhafi, et je ne m'attaque pas non plus, d'ailleurs, l'historien n'a pas, contrairement à ce que pense le politiquement correct, l'historien n'a pas à dire que c'est bien ou à dire que c'est mal, l'historien là pour décrire, le reste, laissons aux moralistes le soin de porter des jugements. Donc Kadhafi, mort, Kadhafi abattu, eh bien c'est son système qui a explosé. Ben voilà pourquoi aujourd'hui la Libye est dans l'anarchie. Elle est dans l'anarchie parce qu'il n'y a plus aucun élément de solidité sur lequel appuyer une reconstruction. Parce que la déliquescence va tellement loin que l'on se bat maintenant à l'intérieur des alliances. Parce que les solidarités qui existaient au sein de ces grandes alliances ont même commencé à éclater avec l'introduction d'un phénomène nouveau, qui est le phénomène islamiste, salafiste, etc., qui vient se surimposer et qui vient casser l'unité de ces tribus, de ces alliances qui existaient jusqu'à il y a encore quelques années. Alors que faire? Eh bien certainement pas ce qui est en train d'être fait. Ce que propose la communauté internationale, eh bien c'est une solution à l'européenne, c'est-à-dire les partis politiques qui se réunissent, les assemblées qui votent. Ça c'est du pipeau, ça c'est du vent, ça c'est bien pour des cours de, comment dirais-je, de droit constitutionnel en première année de faculté. Mais ça ne correspond absolument pas à une réalité tribale, à une société profondément tribale. Alors, la solution, il n'y en a qu'une. Et cette solution ne sera pas suivie. Elle ne sera pas suivie. Donc, il n'y a pas de solution. La solution n'est qu'une. C'est refaire comme en 1946-47, rassembler les forces vives de la Libye, c'est-à-dire les chefs de tribu, et dire aux chefs de tribu, maintenant, vous discutez entre vous, et puis vous
sortez-nous du chapeau quelqu'un. Appelez-nous ce papa. Sortez-nous quelqu'un du chapeau. Et voilà, mais autrement il n'y a pas de solution. Alors, voilà la situation de la Libye, chevauchée assez rapidement, et j'espère que vous n'êtes pas trop perdus dans les détails que je vous ai donnés, et je vous remercie pour votre attention.